Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée au protocole de synchronisation hormonale de la reproduction bovine. Dans cette vidéo, nous présenterons de manière plus spécifique le protocole OV-SYNCH. C'est la quatrième vidéo consacrée à ces protocoles de synchronisation. Nous allons nous attarder quelques instants sur les principes de base et nous reviendrons dans d'autres vidéos sur les aspects plus spécifiques de ce protocole. Et à la fin de cette présentation, vous devriez être capable d'expliquer les effets ovariens de la prostaglandine et de la GnRH, de comprendre le moment optimal de mise en place de ce protocole et d'énoncer les protocoles alternatifs utilisables. Mais fidèle à notre souhait, nous vous proposons d'emblée quatre questions et nous vous en donnerons les réponses exactes à la fin de la présentation. Première de ces questions, une question à choix multiple. Quelle est la caractéristique d'un protocole OV-SYNCH? Il comporte l'injection de 2 prostaglandines et d'une GnRH. La prostaglandine a pour effet d'induire l'ovulation. L'intervalle entre la GnRH et la prostaglandine est de 7 jours. Il augmente la fertilité du troupeau. Prenez une petite feuille de papier, notez le numéro de la question et le numéro de la proposition, de la réponse que vous estimez être correcte. Question suivante, c'est une question de vrai ou faux. Débuté en phase méteustrale, un protocole OV-SYNCH contribue à réduire la phase de dominance du follicule présent. Question 9, encore un vrai ou faux. Injecté en début de diœstrus, la GnRH d'un protocole OV-SYNCH permet d'induire la luthéolyse du corps jaune présent. Et enfin, question 10, à nouveau une question à choix multiple. Dans un protocole OV-SYNCH classique, la deuxième GnRH est injectée 16 heures, 56 heures, 72 heures ou 84 heures après la prostaglandine. Voilà. Alors, avant que de décrire protocole, il faut dire quelques mots simplement sur les avantages d'utilisation de ces protocoles de synchronisation. Un des premiers avantages, ça permet effectivement de réduire la durée de la période d'attente, c'est-à-dire de cette période qui va du vélage à la première insémination. Et donc, réduisant cette période d'attente, forcément que derrière, on espère obtenir une gestation dans un délai plus court. Et ce faisant, on permet d'obtenir une réduction de l'infécondité. Deuxième avantage, c'est que ces protocoles vont permettre d'obtenir une fertilité comparable à d'autres protocoles plus simples, à savoir des protocoles d'induction au moyen de l'injection d'une prostaglandine ou de synchronisation au moyen de l'injection de 2 prostaglandines à 11 voire 14 jours d'intervalle. Troisième avantage, ça permet de réduire voire de supprimer la détection des chaleurs, puisque ces protocoles, on l'a déjà vu à l'encontre de l'injection de la prostaglandine ou de 2 prostaglandines, ces protocoles de synchronisation vont permettre de réaliser des inséminations systématiques. Ça va faciliter ainsi le travail lié à l'insémination ou au transfert d'embryons, puisqu'on peut systématiser la réalisation de ces inséminations ou de ces transferts. Ça permet aussi, ces protocoles, de les utiliser, notamment chez les vaches laitières hautes productrices, qui présentent des chaleurs plus courtes et plus réduites, et qui compliquent bien entendu la détection du moment de l'œstrus. Enfin, et ça concerne davantage les vaches allaitantes, les vaches dites à viande. Ça permet de synchroniser davantage la saisonnalité des vélages. Et donc, ça permet de gérer de façon plus optimale la période de pâturage et aussi d'obtenir des veaux qui ont plus ou moins le même poids
au moment du sevrage. Mais évidemment, puisque avantage il y a aussi des inconvénients. Et parmi ces inconvénients, c'est effectivement le coût de ces protocoles, puisqu'ils requièrent l'injection de différentes hormones. Cela vient s'ajouter bien sûr au prix de l'insémination. D'une manière générale, on peut constater que ces protocoles de synchronisation ne permettent pas d'obtenir des pourcentages de gestation équivalents à ceux obtenus sur chaleur naturelle. Ces protocoles ont d'une manière générale moins d'effet chez les génisses. Et enfin, le risque est que si on met en place ces protocoles de manière systématique sans examen préalable des animaux, on risque de les appliquer sur des vaches qui présentent différents problèmes tels que l'anus pathologique fonctionnel, l'anus pathologique kystique, des infections utérines ou une balance énergétique négative qui ne soit pas suffisante. Le protocole Ov-Cinch, quels sont les principes de base? Ov-Cinch, dans Ov-Cinch il y a Ov pour ovulation et Cinch pour synchronisation. Il s'agit donc davantage non seulement de synchroniser les chaleurs, mais également de synchroniser les ovulations. Alors allons-y. Allons-y, prenons le cas effectivement d'une vache qui va faire l'objet de ce protocole. Ce protocole commence par l'injection d'une GnRH. Et que se passe-t-il au niveau ovarien? Il peut se faire qu'au moment de l'injection, cet ovaire présente un corps jaune. Il peut y avoir également, au niveau de cet ovaire, un follicule dominant, c'est-à-dire d'un diamètre supérieur à 9 mm. Il peut tout aussi bien y avoir aussi, au niveau de cet ovaire, des follicules sélectionnés, de diamètre inférieur à 9 mm. Que va-t-il se passer? Il va se passer que cette injection de GnRH, première possibilité, va induire l'ovulation de ce follicule dominant. Que se passe-t-il 7 jours plus tard? Que va-t-on constater sur l'ovaire suite à cette injection de GnRH? Eh bien, on va constater que suite à l'ovulation de ce follicule dominant, on voit apparaître un corps jaune dit accessoire. Ovulation, luteinisation et donc apparition de ce corps jaune accessoire. On va retrouver bien sûr le corps jaune déjà présent. Celui-ci aura éventuellement vu sa taille augmenter. Et éventuellement, un effet indirect possible aussi, c'est que le follicule sélectionné va voir son diamètre également augmenter 7 jours plus ou moins après l'injection de GnRH. Une deuxième possibilité, c'est qu'au moment de l'injection, on trouve un corps jaune davantage développé, un follicule dominant et un follicule sélectionné, un ou plusieurs follicules sélectionnés. Que va-t-il se passer suite à cette injection de GnRH? 7 jours plus tard, que peut-on constater? On peut constater qu'il y a eu, dans ce cas-ci, il n'y a pas eu ovulation du follicule dominant, mais qu'il y a eu malgré tout une luteinisation. Et donc on va obtenir un follicule dit luteinisé. Le corps jaune sera toujours présent, et éventuellement, comme dans le cas précédent, le follicule ou les follicules sélectionnés ont vu leur diamètre augmenter. Donc, 7 jours plus tard, 7 jours après cette première injection de GnRH, on va injecter une prostaglandine. Et bien entendu, du fait de l'effet lutéolytique de cette prostaglandine, que va-t-il se passer 56 heures après? Quels vont être les effets de cette prostaglandine injectée? Eh bien, on va constater bien entendu qu'il y a eu régression des corps jaunes présents et des corps jaunes accessoires, que le follicule dominant va poursuivre bien entendu sa croissance. C'est ce qu'on a dans la première situation. Dans la deuxième situation, on observe également une régression tout à la fois du corps jaune présent et du follicule luteinisé. Et donc là, dans les deux cas, on a un ovaire sur lequel, effectivement, on va pouvoir observer les effets de la, cette fois-ci, deuxième GnRH injectée, comme on l'a constaté, 56 heures après l'injection de la prostaglandine. Et bien entendu, cette GnRH va pouvoir agir de manière optimale sur les follicules dominants présents, et donc
16 à 20 heures après cette deuxième injection de GnRH, on va pouvoir réaliser bien entendu une insémination artificielle systématique, IAS, insémination artificielle systématique, donc sans qu'il y ait eu au préalable détection de l'œstrus. Et bien entendu, cette GnRH va induire l'ovulation dans chacun des deux cas possibles. Voilà donc résumé le principe de base de ce protocole d'ovulation, d'off-synch, de synchronisation donc des ovulations. Alors, que peut-on espérer, puisque c'est quand même le but effectivement d'un protocole de synchronisation, c'est d'obtenir par derrière bien sûr des gestations. Et que peut-on constater à l'examen d'une série des résultats d'essais cliniques? Eh bien, on peut observer que la première chose, c'est qu'en fonction des publications, il y a une large différence entre les pourcentages de gestation que l'on peut observer. Pourcentage de gestation qui vont de 10 à pratiquement ici 50%. Une large donc variation qui reflète bien sûr les conditions différentes des essais cliniques réalisés. En moyenne, on peut retenir le chiffre suivant, c'est que le protocole off-synch permet l'obtention de 30 à 35% de gestation. Et si on les compare à d'autres essais cliniques d'insémination réalisés cette fois-ci sur chaleur naturelle, on constate que effectivement ces protocoles n'améliorent pas la fertilité. Donc les résultats sont pratiquement comparables. Si on les compare, ces résultats, à l'injection d'une seule prostaglandine, on est dans un phénomène d'induction ici, on peut obtenir un pourcentage légèrement plus élevé, légèrement plus élevé aussi, par rapport à un protocole d'induction qui a recours cette fois-ci à deux prostaglandines. Donc l'un dans l'autre, on le constate, ces protocoles de synchronisation ne contribuent pas à augmenter de manière très importante les pourcentages de gestation que l'on peut obtenir. Alors, voici une autre compilation de résultats qui démontrent effectivement toujours la même chose, mais cette diapositive me permet d'insister sur le fait qu'il faut savoir distinguer ce que les auteurs anglo-saxons appellent le pregnancy rate, c'est-à-dire que c'est le pourcentage de gestation calculé sur les animaux traités. Tandis que le conception rate est le pourcentage de gestation calculé sur les seuls animaux inséminés. Mais vous l'aurez compris, en cas de protocole de synchronisation du type off-synch, puisque tous les animaux sont systématiquement inséminés, pregnancy rate devient équivalent au conception rate. Mais encore une fois ici, vous voyez que les pourcentages de gestation obtenus, les conception rates obtenus après un protocole de synchronisation sont compris entre, ici je vois 32, 31, pratiquement 32, 34%. Donc un animal sur 3 plus ou moins va être gestant suite au recours, suite à l'utilisation de ces protocoles. Et il est vrai que ces protocoles permettent d'obtenir des pourcentages de gestation qui sont quelque peu inférieurs à ceux aux pourcentages de gestation obtenus sur chaleur détectée. Et donc dans ce cas-ci, on parle de conception rate puisque seuls les animaux vus en chaleur ont été inséminés. Donc ici on obtient des résultats de 44 et ici 42-43% de gestation. Alors, un autre facteur dont il faut tenir compte, nous l'avions déjà envisagé dans une vidéo précédente, quand vous injectez une prostaglandine, le délai de retour en chaleur peut être variable en fonction du stade du diœstrus auquel la prostaglandine est injectée. Plus tôt au cours du diœstrus, vous injectez cette prostaglandine, plus vite l'animal va revenir en chaleur. Et donc il en est également ici du protocole off-synch. Nous allons essayer d'expliquer pourquoi. Et donc prenons ce premier exemple où le protocole off-synch
est mis en place en début de méteustrus. Donc début de méteustrus, nous nous retrouvons ici en méteustrus, période de plus ou moins 5 à 6 jours qui suit l'œstrus et au cours de laquelle la progestérone va voir sa concentration augmenter. C'est une phase bien entendu au cours de laquelle on observe le développement de la première vague de croissance folliculaire. Donc imaginons que la première générage du protocole of Finch soit injectée alors que l'animal se trouve être au cours de cette phase méteustrale. Donc la générage injectée va avoir relativement finalement peu d'effet puisque à ce stade, le follicule dominant présent n'est pas assez réceptif que pour ovuler. Et donc, ce follicule dominant va tout à fait naturellement poursuivre sa croissance. Et dans le second stade, suite à ce méteustrus, nous arrivons ainsi ici en phase diœstrale, première injection de GnRH, et 7 jours plus tard, nous injectons une prostaglandine. Nous nous retrouvons en présence de quoi? Nous nous retrouvons en présence du corps jaune qui sécrète cette progestérone-ci. Le follicule dominant est toujours présent puisque l'injection de GnRH n'en a pas induit l'ovulation, donc il a poursuivi sa croissance. Cette injection de prostaglandine va induire la chute de la progestérone, l'animal revient en chaleur, le follicule dominant est toujours présent et lors de la deuxième injection de GnRH, eh bien à ce moment-là, cette injection de GnRH, cette deuxième injection de GnRH va induire l'ovulation. Mais que constate-t-on? C'est que le délai entre la durée de la croissance et donc la durée de la période de dominance du follicule est particulièrement longue. Et cet allongement de la durée de dominance n'est pas de nature à favoriser une bonne fertilité. Donc il faut idéalement effectivement que cette première injection de GnRH se fasse au moment où elle est susceptible d'induire l'ovulation du follicule dominant présent, et par derrière, il y aura une seconde croissance folliculaire. C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième exemple où le protocole est mis en place en début de diœstrus. Début de diœstrus, donc en fait, entre le jour 5-6 et le jour 9-10 du cycle. Donc on est bien au cours de la première partie de ce diœstrus. À ce moment-là, le follicule dominant se trouve présent. Il est bien plus réceptif à cette première injection de GnRH et donc il va effectivement ovuler et on va avoir la formation d'un corps jaune par derrière, d'un corps jaune accessoire. Si effectivement il n'y a pas d'induction de l'ovulation, une deuxième possibilité c'est qu'il va y avoir une luteinisation. Et donc voici les deux effets possibles de la GnRH sur le follicule dominant présent en début de ce diœstrus. Donc on voit bien que le follicule dominant ici a disparu. Sa disparition va s'accompagner bien sûr de l'apparition d'une autre vague de croissance folliculaire. Et on devine un peu ce qui risque de se passer. Injection de GnRH, injection de prostaglandine dans le cadre de ce protocole, chute de la progestérone, injection de la GnRH, mais cette fois-ci, la GnRH agit sur un follicule dominant, je dirais plus jeune, qui a eu une période de dominance nettement plus courte. Et ceci contribue à améliorer la fertilité. Une troisième situation possible, c'est que maintenant l'off-Finch n'est plus mis en place ni en méteustrus, ni au cours de cette première phase du diœstrus, mais se trouve être mis en place à la fin du diœstrus. Et donc on voit que cette injection de GnRH ici, comme lors du méteustrus, n'aura pas beaucoup d'effet. Le follicule dominant n'y étant pas réceptif, la prostaglandine injectée n'aura pas beaucoup d'effet non plus parce que la lutéolyse naturelle a déjà été mise en place, et on constate également que cette deuxième injection de GnRH n'aura pas d'effet non plus puisqu'il y aura vraisemblablement déjà eu une ovulation.
Donc, dans ce cas-ci, il y a un double risque que l'on peut observer. Induction prématurée de l'ovulation du follicule, si tant est qu'il soit encore légèrement réceptif. Donc, le follicule a ovulé alors que sa phase de dominance n'a pas été optimale. Et deuxième, bien entendu, risque, c'est que la prostaglandine, comme je le disais, injectée, n'aura pas contribué à améliorer, je dirais, la lutéolyse déjà en cours. Donc, non seulement l'efficacité d'un protocole off-cinch va dépendre, et c'est un fait relativement important, va dépendre de la cyclicité. Il est toujours préférable effectivement d'utiliser un protocole off-cinch chez un animal qui est cyclé, mais deuxième condition, encore faut-il que le début de ce protocole coïncide autant que faire se peut avec les premiers jours du diœstrus. Donc le début du diœstrus constitue la période optimale. Et cette observation, bien sûr, a incité les chercheurs à mettre en place des améliorations du protocole pour faire en sorte qu'un maximum d'animaux cyclés se retrouvent être en début de diœstrus. Donc quelques mots simplement ici sur ces alternatives au protocole off-cinch. Donc je vous rappelle ici le protocole off-cinch, je dirais, classique. Nous en sommes ici au jour 0, qui est le jour du début du protocole. 7 jours plus tard, on procède à l'injection d'une prostaglandine. 56 heures après, à l'injection d'une GnRH. Et on pratique une insémination systématique 16 heures après cette deuxième injection de GnRH. Une alternative à ce protocole, c'est d'administrer en même temps un dispositif intravaginal d'administration de la progestérone, cette mise en place se faisant pendant 7 jours. Et donc elle s'accompagne au début d'une injection de GnRH, d'une prostaglandine au retrait du PRID ou du CIDR. 56 heures après, on retrouve cette deuxième injection de GnRH et puis une insémination systématique est réalisée. Alternative également encore, même principe de base, GnRH 7 jours plus tard une prostaglandine, et vous voyez qu'ici on va pratiquer une insémination si on observe des chaleurs suite à cette injection de prostaglandine. C'est ce qu'on appelle le protocole Select-Cinch. Le protocole Co-Cinch est un peu semblable, sauf que ici, 72 heures, une insémination artificielle sera réalisée 72 heures après l'injection de la prostaglandine, et l'on voit que cette insémination est associée à l'injection d'une GnRH. Dans le protocole hybride Cinch, on a ici encore une fois l'injection de GnRH, suivie 7 jours plus tard d'une injection de prostaglandine, mais qu'on associe effectivement cette deuxième injection de prostaglandine à la réalisation d'insémination systématique si des chaleurs sont observées. Le cas non échéant, on va réaliser une insémination systématique à l'injection d'une GnRH. Le protocole pré-Cinch, et là on entre dans une alternative qui permet d'obtenir effectivement davantage d'animaux qui se trouvent être en début de diœstrus lors du protocole off-Cinch. Et ce protocole pré-Cinch implique une pré-synchronisation au moyen d'une double injection de prostaglandine, réalisée à 14 jours d'intervalle. Si à la suite de la deuxième injection de prostaglandine, on pratique une détection de chaleur, bien sûr, et que l'animal est en chaleur, il peut faire l'objet d'une insémination. La suite du protocole est tout à fait comparable, bien entendu, à ce qu'on avait décrit pour le protocole off-Cinch. Donc pré-Cinch et off-Cinch sont associés. Enfin, un autre protocole est le protocole re-Cinch. Il est un peu particulier, re-Cinch pour re-synchronisation, et il concerne des animaux qui auraient déjà été inséminés, qui ont fait l'objet vers 30-32e jour après cette insémination d'un constat de gestation. Si le cas échéant l'animal n'est pas gestant, on met en place
le protocole OFF-CINCH un peu modifié, au sens où il est constitué d'une injection de GnRH, 7 jours plus tard d'une injection de prostaglandine, suivi 24 heures plus tard d'une seconde injection de prostaglandine, 32 heures après d'une GnRH et d'une insémination systématique réalisée 16 heures après cette seconde injection de GnRH. Il est évident que dans le même temps, suite au constat négatif éventuellement au 30-32e jour, les chaleurs peuvent être observées. Si elles sont détectées, on réalise une insémination. Et enfin, il reste à dire un mot du protocole HEATH-CINCH qui lui associe 24 heures après l'injection de prostaglandine d'une injection d'ester d'œstradiol pour renforcer les manifestations œstrales et la croissance folliculaire. Mais on le rappellera une fois encore, ces esters d'œstradiol, leur utilisation est interdite en Europe et en Nouvelle-Zélande, mais elle est largement utilisée en Amérique du Sud et au Brésil notamment. Voilà pour les descriptions de ces protocoles OFF-CINCH et de leurs alternatives. Revenons donc à nos 4 questions. La question 7. Quelle est la caractéristique d'un protocole OFF-CINCH? Il comporte l'injection de 2 prostaglandines et d'une GnRH? Je ne crois pas. C'est plutôt 2 GnRH et une prostaglandine. La prostaglandine a pour effet d'induire l'ovulation? Non. Non, bien entendu, la prostaglandine a pour principal effet, effectivement, d'induire un état œstral. Et ce n'est qu'indirectement que l'ovulation va être observée. L'intervalle entre la GnRH et la prostaglandine est de 7 jours. Je crois que là, c'est effectivement la bonne réponse. Il augmente la fertilité du troupeau? Non, comparaison faite avec d'autres protocoles. Question 8, vrai ou faux? Débuté en phase métœstrale, un protocole OFF-CINCH contribue à réduire la phase de dominance du follicule présent? Eh bien, non. Non, au contraire. Cette phase de dominance va augmenter et c'est bien ce qui interfère avec une fertilité optimale. Il n'en est pas de même si le protocole OFF-CINCH démarre en début de diœstrus. Question 9. Injecter en début de diœstrus la GnRH d'un protocole OFF-CINCH permet d'induire la lutéolyse du corps jaune présent? Eh bien non, il n'y a pas d'effet lutéolytique décrit pour la GnRH. Ce rôle étant dévolu bien entendu à la prostaglandine. Et enfin, dernière question. Dans un protocole OFF-CINCH classique, la deuxième GnRH est injectée 16, 56, 72, 84 heures après la prostaglandine. Eh bien, c'est bien entendu 56 heures après l'injection de prostaglandine que cette deuxième GnRH est réalisée. Voilà, nous envisagerons dans une prochaine vidéo les protocoles plus spécifiques de pré- et de resynchronisation à l'OFF-CINCH. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, une remarque ou une question. À bientôt.